général, nous étions convenus hier, je crois, que ce troisième et dernier entretien aurait pour thème la République et les institutions. Alors la première question que je voudrais vous poser est celle-ci. Le scrutin du 5 décembre aura en tout cas prouvé que 85% des Français sont définitivement favorables à l'élection du président de la République au suffrage universel, de même, bien entendu, que les candidats des différentes oppositions, même si cela n'avait pas toujours été leur avis. D'autre part, aucun des candidats de ces oppositions, donc pas davantage M. Mitterrand, qui sera votre adversaire au second tour, n'a explicitement remis en cause les institutions que vous avez créées et auxquelles vous êtes attachés. Par conséquent, il y a quelque chose que l'on comprend là assez mal. On nous dit, quelquefois, si le général de Gaulle venait à ne pas être élu, les institutions seraient menacées. Et ce que l'on comprend mal, justement, c'est comment ces institutions pourraient être menacées par des gens qui ne les remettent pas en cause. Des institutions, une constitution, c'est une enveloppe. La question est de savoir ce qu'il y a dedans. Nous avons fait, j'ai proposé au pays de faire la constitution de 58, après les drames que vous savez, et dans l'intention, que d'ailleurs j'avais annoncée de la façon la plus formelle et la plus publique, de mettre un terme au régime des partis. Il s'agissait d'empêcher que la République, l'État, fût, comme il l'était avant, à la discrétion des partis. Et c'est dans cet esprit que la Constitution a été faite, et c'est dans cet esprit que je l'ai proposé au peuple qui l'a approuvé. Je suis sûr qu'il l'a approuvé dans cet esprit. Alors, si malgré l'enveloppe, malgré les termes, malgré l'esprit de ce qui a été voté en 58, les partis se réemparent des institutions, de la République, de l'État, alors évidemment, rien ne vaut plus. On a fait des confessionnaux, c'est pour tâcher de repousser le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. Or, ce qui est en train d'être essayé, c'est par le détour de l'élection du président de la République au suffrage universel, de rendre l'État à la discrétion des partis. Car comment peut marcher la Constitution de 58 ? Et comment marche-t-elle ? Et marche-t-elle très bien, je crois, depuis 7 ans. Elle marche grâce à un chef d'État qui n'appartient pas aux partis, qui n'est pas délégué par plusieurs partis, ni même à plus forte raison par tous, qui est là pour le pays, qui a été désigné sans doute par les événements, mais qui en outre répond à quelque chose qui est commun à tous les Français, par-dessus les partis, et qui est leur intérêt commun, leur intérêt national. C'est comme ça que la Constitution marche depuis 58. Si à la place de ce chef d'État qui est fait pour empêcher que la République ne retombe à la discrétion des partis, on met un chef d'État qui n'est que l'émanation des partis, alors je vous le répète, on n'aura rien fait du tout, et tout ce qu'on aura écrit dans la Constitution ne changera rien à rien, on en reviendra à ce qui était avant, avec peut-être quelques formes légèrement différentes, mais on en reviendra au gouvernement, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, des partis. Et ce serait, j'en suis sûr, comme j'en ai toujours été sûr, une catastrophe nationale. Au général, votre adversaire du second tour, M. François Mitterrand, se présente comme le candidat unique de la gauche. Et de fait, il est le candidat du Parti communiste, du Parti socialiste, du Parti radical qui, en 1936, formait à eux trois le Front populaire. Mais, de votre côté, vos adversaires de droite vous ont souvent reproché d'avoir fait, en matière de décolonisation, par exemple, une politique de gauche, et de faire encore aujourd'hui, en matière de politique étrangère, une politique de gauche. Je sais bien que les notions de gauche et de droite sont de plus en plus floues et entremêlées dans la politique française. Néanmoins, et peut-être justement pour cela, j'aimerais
que vous précisiez la façon dont vous les entendez, dont vous les concevez, ces notions de gauche et de droite. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement qui va aux réformes, qui va au changement, et qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela c'est une erreur nationale impardonnable. Vous me dites, à droite on dit vous faites une politique de gauche au dehors. À gauche du reste, vous le savez bien, on dit de Gaulle, il est là pour la droite, pour les monopoles, pour je ne sais pas quoi. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Or, le régime des partis, c'est la pagaille. Évidemment, on l'a vécu avant la Première Guerre mondiale, pendant longtemps. Ça allait qu'à un quart. À ce moment-là, on risquait pas grand-chose. À l'intérieur, on était très riches. Je ne parle pas de tous les Français, bien entendu. Il s'en faut. Mais je vous parle de l'ensemble de ce qu'on appelait la société. On était très riche. Il y avait le 3%, il y avait la monnaie or, il y avait les placements à l'étranger, ainsi de suite. On restait là, sous la protection des douanes, et on vivait comme ça à l'intérieur, confortablement. Il y en a qui disaient que c'était la belle époque. Bien sûr, on ne se transformait pas, on n'évoluait pas. D'autres devenaient des grands pays industriels, comme l'Allemagne, l'Angleterre, qui avait commencé avant tout le monde, les États-Unis, qui avaient entrepris leur essor. Nous restions qu'un cas, comme nous étions. Et puis alors au dehors, on ne risquait pas grand-chose non plus. Bien sûr, il y avait la menace allemande à l'horizon pour le cas où, mais il y avait l'alliance russe, et puis après il y a eu l'entente cordiale. Enfin, ça allait comme ça. Alors il y a eu le désastre de 14, désastre initial, auquel nous avons échappé par une chance inouïe, par un sursaut du tréfonds national qui nous a permis de nous en tirer, Dieu sait d'ailleurs avec quelle perte, et encore de nous en tirer en 14-15 grâce au pouvoir personnel du père Joffre, et puis en 17-18 à la fin où ça devenait dramatique et infiniment grave de nouveau grâce au pouvoir personnel de Clémenceau. Mais dans l'intervalle, qu'est-ce qu'ils avaient fait les partis? Ils n'avaient fait rien, ils renversaient les ministères comme à leur habitude. Ils renversaient le ministère Viviani, puis le premier ministère Briand, puis le deuxième ministère Briand, et puis le ministère Ribot, et puis le ministère Pinlevé, et allez donc. Voilà ce qu'ils faisaient les partis. Entre les deux guerres, après qu'on a eu liquidé Clémenceau, que les partis aient liquidé Clémenceau, il y a eu alors ce qu'on sait, c'est-à-dire un régime
de médiocrité, un régime d'impuissance, où le désastre se dessinait à l'horizon sans qu'on fît en réalité rien pour l'empêcher. Entre M. Clémenceau et M. Paul Reynaud, c'est-à-dire de 1920 à 1940, on a eu 47 ministères en 20 ans. Voilà le régime des partis. Alors naturellement, on a été battus, écrasés en 40. On n'avait rien préparé, on était divisés par les partis, on n'avait pas les armes nécessaires. Vous me parlez d'un candidat actuellement du Front populaire. Hélas, moi j'ai connu le Front populaire. Je vous dirais même qu'à cette époque-là, c'était en 1936, j'avais quelques idées sur la nécessité de rénover notre défense nationale. Et je crois bien que l'expérience a prouvé que si on m'avait écouté, on aurait évité le désastre. Et on aurait probablement tué l'entreprise d'Hitler dans l'œuf avant même qu'elle ne pût s'étendre. Enfin, j'espérais un peu que ce mouvement du Front populaire, qui me paraissait être la nouveauté, la réforme, etc., allait effectivement s'emparer aussi de la défense. Ah ben, il m'a fallu bien déchanter. Et finalement, le régime du Front populaire, la majorité du Front populaire, la Chambre du Front populaire, le gouvernement du Front populaire, ça a fini par le désastre de Sedan, l'abdication de la République et la capitulation devant l'ennemi. Alors, du reste, j'ai hâte de vous dire que si au lieu d'être ce gouvernement du Front populaire, c'est-à-dire des partis du Front populaire, ça avait été le gouvernement des autres partis, des partis conservateurs, ça aurait été probablement exactement la même chose. Les partis ne peuvent pas conduire la France, c'est trop dur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, après mon retour en 1945, quand les partis ont reparu, tous contre moi, bien entendu, moi parti, n'ont plus rien fait du tout, excepté 23 crises ministérielles dont j'ai parlé samedi dernier. Et puis c'est tout. Alors vous me dites, le personnage que vous citez, il est le candidat de la gauche. Mais pas du tout, il était aussi du reste le candidat de la droite. Je ne vous l'apprends pas. Il est le candidat des partis. Voilà la vérité, car tous les partis sont d'accord pour que De Gaulle s'en aille, naturellement. Car De Gaulle, une fois au loin, eh bien, ils reprennent leur jeu et leur régime. Quand même, ils auraient été obligés de passer par le détour de l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire de la désignation de l'un d'entre eux, de leur homme, à la présidence de la République. Ce qui fait que nous reviendrons directement au régime que nous avons connu et qui nous a coûté, Dieu sait, combien. Voilà ce que je peux vous dire. Mon général, je voudrais maintenant vous poser une question qui se divise en deux sous-questions. Premièrement, on vous accuse depuis longtemps, et plus particulièrement ces derniers temps, d'avoir établi, de faire régner sur la France un pouvoir personnel. Et deuxièmement, votre adversaire du dimanche 19 a déclaré l'autre jour que si vous étiez élu le dimanche 19, d'une part pour punir les Français de ne pas vous avoir élu le dimanche 5, et d'autre part pour juguler vos adversaires politiques, vous donneriez un tour de vis à nos libertés. Est-ce que vous pourriez, mon général, répondre sur ces deux questions, le pouvoir personnel et le tour de vis? Une fois de plus, je vous répondrai sur le pouvoir personnel. Quand quelqu'un a des responsabilités, ce qui est mon cas, à cause de l'histoire, et aussi à cause du fait que je suis là, et que je suis là de par la volonté du peuple, jusqu'à présent, alors naturellement, il a des responsabilités, et je vous prie de croire qu'elles sont lourdes. Il faut qu'il les porte lui-même. Pourquoi il les passerait à d'autres? Mais je ne suis pas tout seul. Bien sûr, j'ai un gouvernement. J'en ai eu 2 successivement pendant le septennat. C'est pas beaucoup par rapport à d'autres régimes. Enfin, c'est tout de même des ministres. Et je vous prie de croire que je ne fais pas tout, du reste, je ne pourrais pas. Il y a un Parlement qui a été élu par le peuple, qui fait les lois. Et puis c'est lui qui les fait, les lois, le Parlement. C'est pas moi. Alors, voilà ce que c'est que le pouvoir personnel. Ce sont des expressions qu'on peut employer comme ça par démagogie, mais qui en réalité sont de mauvaise foi. Voilà la vérité. Il y a d'ailleurs eu un très bon mot, on a dit
un dictateur, on n'a jamais vu un dictateur en ballottage. Oui, ben alors parlons des libertés publiques. Où sont les libertés publiques que j'ai détruites? C'est moi qui les ai rendues. Je les ai rendues quand je suis rentré en France en 1944, je les ai rendues toutes. Il n'y en avait plus. Bon, pourquoi? Il n'y en avait plus parce que les partis avaient capitulé dans les mains de Pétain et des Allemands, à l'époque où il ne fallait pas. Enfin, moi, j'ai rendu la liberté publique. Et je ne l'ai pas détruite, moi, pendant le temps que j'étais là. Et puis, 7 ans que je suis là, je n'ai pas détruit la liberté publique. La liberté de la presse, est-ce qu'elle n'existe pas? Presque toute la presse m'est hostile, et je n'en empêche pas. Et la liberté syndicale, est-ce que je l'empêche? Pas le moins du monde, bien au contraire. Je fais tout pour essayer d'associer les syndicats au développement commun de la France. Et quelles autres libertés? Je dis toute la liberté de vote. Ben, vous le voyez bien ce qui se passe. Le 1er juin 1958, j'étais revenu la veille. C'est la veille que j'avais reçu l'investiture, que j'étais devenu le président du Conseil, avant d'être le président de la République. J'ai rétabli la liberté de la presse, que le régime des partis, les jours d'avant, parce qu'ils mouraient de peur, avait supprimé. J'ai supprimé la censure. Je ne l'ai jamais rétabli. Voilà la réalité. Alors, il faudrait que les plaisanteries soient plus courtes, parce que ce sont les meilleures qui sont les plus courtes. Mais quand elles sont très longues, elles sont très mauvaises, les plaisanteries. Mon général, je voudrais maintenant vous poser une dernière question. À la suite de votre allocution du 4 novembre, là où vous avez annoncé aux Français que vous aviez décidé de vous porter candidat à la présidence de la République à nouveau, on a beaucoup dit et beaucoup répété que vous nous aviez placés devant une alternative qui pouvait s'exprimer de la façon suivante: moi ou le chaos, avec cette variante moi ou le néant. Certes, personne ne prétendait que c'était exactement dit dans la lettre du texte, mais beaucoup le voyaient de façon assez claire dans l'esprit de ce texte. Et évidemment, interpréter cela comme une sorte de condamnation implicite des institutions, si elles n'étaient pas capables de fonctionner après vous, mais surtout, c'est ce qui était peut-être encore plus grave, comme une preuve de défiance vis-à-vis de votre entourage, où vous ne voyiez personne capable d'assurer un jour votre succession. Alors je crois qu'il est nécessaire, pour terminer, que vous vous expliquiez sur ces points, ou même sur ces 2 points. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas dit moi, et je n'ai pas dit le chaos. J'ai dit, et je répète ceci, s'il devait arriver le 19 décembre, que le peuple français décida d'écarter De Gaulle. C'est-à-dire, tranchons le mot, de renier ce qui est une partie de son histoire. Et je le crois, excusez-moi, encore aujourd'hui, pour le moment, une nécessité nationale. Si le peuple français en décidait ainsi, je suis convaincu que le régime des partis en revenant, ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure, ce serait pour le pays un immense malheur. J'ai dit pourquoi, et je ne vois pas, encore une fois, qu'il puisse en être autrement, dès lors que, moi parti, ceux que nous savons, les fractions que nous savons, reviendraient les maîtres de l'État et de la République. Alors on dit, oui, mais et votre succession? Parce que ça ne pourra pas durer toujours. Je suis le premier à savoir que ça ne durera pas toujours. Eh bien, ma succession, pour le moment, n'est pas ouverte, à moins, naturellement, que le peuple français, encore une fois, l'ouvre lui-même dimanche prochain. Sinon, elle n'est pas ouverte. Et par conséquent, pour un temps dont je n'apprécie pas la durée, il sera possible à l'actuel président de la République de le demeurer. Mais naturellement, un jour viendra, un peu plus tôt, un peu plus tard, où ce ne sera plus le cas et où De Gaulle disparaîtra. Sa succession sera donc ouverte. Que se produira-t-il alors? Que doit-il se produire? Le même débat que nous vivons aujourd'hui se reproduira alors.
Si alors le peuple français revient aux mêmes combinaisons, au même système, aux mêmes fractions dont nous avons longuement parlé tout à l'heure, c'est-à-dire au régime des partis, ça n'aura été que reculer pour moins bien sauter. Si au contraire, le peuple français demeure, au moment de l'élection de mon successeur, fidèle à la ligne qu'il a tracée à mon appel, et qui est celle d'un chef de l'État qui n'appartient à personne, excepté à la France, et qui n'est là pour servir personne, excepté la France et les Français, ce personnage-là, ce n'est pas le même que celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce personnage-là étant accompagné de tous ceux, et ils sont nombreux, qui pensent de même, et de tous ceux qui peut-être, d'ici là, viendront se joindre à eux, alors je crois que l'avenir a les plus grandes chances d'être assuré. Bien sûr, mon successeur ne fera pas comme moi. Il n'aura pas, comme j'ai dit à certaines occasions, la même équation personnelle. Il fera comme il pourra, il fera comme il voudra. Il ne fera pas pareil. Mais pour l'essentiel, qui est de n'appartenir, encore une fois, qu'au pays tout entier, il pourra le faire. Et s'il le fait, je crois que la République doit durer, et la France aussi. La question est là. Françaises, Français, vous avez assisté à notre dialogue. Eh bien, c'est votre affaire, ce qui va se passer dimanche et ce qui se passera plus tard. Je n'ai jamais servi que votre affaire. Et aujourd'hui et demain, je ne suis là que pour ça. Après moi, il vous appartient de suivre la même ligne que nous avons tracée ensemble depuis 1958 et de la suivre franchement. Cela vous appartient, et ça appartient en particulier à vous, jeunes Français, qui n'avaient pas encore été mêlés à tout ça. Je parle des Micmacs, dont nous avons longuement parlé tout à l'heure, et dont je souhaite ardemment que vous vous en mêliez pas, que vous considériez votre chose, qui est le pays tout entier, la France, et que vous marchiez droit, comme je crois, j'ai marché droit à la tête de la République et de la France depuis quelques 25 ans. Voilà ce que je peux dire. Du reste, quoi qu'il arrive, j'aurais rempli mon destin, j'aurais fait mon service. Mais si j'ai été assez heureux pour rendre à la France ce service-là, d'avoir fait avec elle, mis en route avec elle, et fait accepter par elle un régime nouveau, un régime d'action, un régime de réalisation, un régime de cohésion, alors j'aurais rempli ma vie. Voilà ce que je peux vous dire. Mon général, je vous remercie d'avoir répondu ces 3 soirs aux questions que je vous ai posées, aux questions que je crois beaucoup de Français auraient voulu pouvoir vous poser eux-mêmes. Oh, je ne me fais pas d'illusions, on dira, il n'a pas posé toutes les questions qu'il aurait dû poser, mais enfin je crois sincèrement, en toute conscience, que j'ai posé les principales et que vous y avez répondu. Mon général, je vous remercie. Eh bien, tant mieux. Je vous remercie moi-même, cher ami.